de suivre cette émission qui met l'accent sur les réalités africaines ici même à Montréal. Nous avons avec nous actuellement une invitée, une dame, une grande dame, qui nous parle depuis la capitale diplomatique et politique de la République du Congo, soit Kinshasa. Bonjour Tina, comment ça va? Oui. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ah, merci. Ça va bien maintenant. Oui, merci. Alors, on met le cap aujourd'hui sur un sujet quand même sensible. Nous avons des invités de Montréal même qui vont également parler. Certains ont déjà parlé. Et on voudrait également connaître votre point de vue par rapport à ces questions. Mais avant tout, on va d'abord parler de vous. Et qui est Tina, au juste? Je vous laisse vous présenter complètement avec votre nom au complet. Allez-y. Merci Henri. Je suis Christina Ngaka Tina, Madame Mavakala. Je suis mariée à Monsieur Mavakala, mère de famille, mère de 2 enfants. Je suis assistante de direction dans une société de la place RDC. Voilà, donc c'est un peu ça, ma présentation. Alors, je vis en RDC, à Kinshasa précisément. Alors, merci Tina. Avant qu'on parle de ce sujet pertinent, ces hommes qui assassinent leurs femmes ou ex-conjointes, on va d'abord parler de vous. Vous êtes actuellement à Kinshasa, au Congo, RDC, je le précise. Et pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, je veux le dire, puisque vous n'osez pas le dire, vous êtes ma sœur, n'est-ce pas? Exactement. Dites-moi, avant qu'on aille plus loin, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu, vous et moi? Ça fait probablement plus de 20 ans. Plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors, quand je vous regarde, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est ma sœur. Effectivement, c'est ma sœur. Mais là, on va mettre tout ça de côté. On va revenir avec notre sujet. Le sujet est quand même assez lourd aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de tout ça, on va parler de vous. Vous êtes à Kinshasa, vous avez vécu quand même une situation assez terrible concernant le coronavirus. C'est mondial. Au Congo, vous parlez-nous un petit peu de votre expérience. Comment ça s'est passé pour vous? Merci beaucoup. C'était, pour répondre directement à la question, c'était pénible, très pénible. Le Covid, c'est pas une maladie, c'est une atrocité. C'était terrible. Cela a commencé timidement par des hausses de tension. C'était passager, mais des hausses de tension vraiment très sévères. Elles étaient vraiment très hautes. Je faisais 17 de tension au réveil et j'avais des palpitations vraiment excessives. Et pour moi, je pensais que j'avais probablement une malaria ou peut-être que j'avais un autre souci cardiologique. Alors, je me suis rendue auprès du médecin, mais je me sentais de plus en plus faible. Je ne dépendais plus de moi-même. Je n'étais plus capable de pouvoir faire des mouvements physiques facilement. Marcher devenu pénible. Et là, le médecin, tout bonnement, pensait que j'avais un problème cardiologique. Il m'a recommandé plusieurs examens qui n'ont rien donné. J'ai été retenue en observation à l'hôpital pendant pratiquement 2 jours et tous ces examens n'avaient absolument rien donné et le médecin était forcé de me libérer. Mais je lui ai dit, mais je pense qu'il serait bon, après cela, de me faire quand même un test de Covid. Parce que si on ne trouve rien, alors je pense que certainement, je ne perds rien à passer un test de Covid. Donc c'est vous-même qui avez demandé? Exactement. Donc c'est vous-même. Je l'ai demandé parce que c'est bien moi-même. Oui, allez-y. J'ai senti je sentais que c'était comme si je tendais lentement et sûrement vers la fin. Parce que j'avais de moins en moins des facilités de marcher seule. Hein. Et puis j'étais très faible. J'étais vraiment très faible. Je ne savais même plus me rendre au service. C'était vraiment très pénible. Et après le test Covid, je pense que 4 heures du temps après, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital qui m'annonçait que j'étais testée positive et que tout ce que j'avais comme problème de santé, c'était dû au Covid. Donc, je ne faisais pas de fièvre, je n'avais pas de toux, je n'avais rien d'autre que des problèmes de tension
d'hypertension et de palpitations et de faiblesse exhaustive. Directement, j'ai été soumise à un traitement, l'azithromycine, le zinc et d'autres médicaments que j'ai commencé sur le champ. Mais comme je vous l'ai dit au début, je suis une mère de famille. Donc, j'avais certainement déjà contaminé ma famille sans le savoir. J'étais isolée dans une chambre à mon domicile. C'était pénible parce que, au fur et à mesure, je n'avais plus d'appétit. Je me suis mise à tousser comme si c'était de l'asthme au fur et à mesure, au bout de quelques jours. Et puis, j'étais incapable de manger. Aussitôt que je toussais, cela a été suivi de vomissements. Et aussitôt que je me mettais à vomir, ça ne s'arrêtait plus. Et automatiquement, la fièvre montait. C'était vraiment pénible. Je me rappellerai toujours un jour, au milieu de la nuit, je crois que c'était vers 2 heures du matin, je me suis mise à vomir. Alors là, je ne tenais plus debout, je rampais à terre. C'était tellement pénible parce que je ne savais pas bénéficier de l'aide de mes enfants. Mon mari ne pouvait rien pour moi parce que j'étais contagieuse et puis je n'étais pas capable de, comment dirais-je, je suis une femme forte d'habitude, une femme pleine de courage, d'élan. Mais là, j'étais incapable de tenir debout. C'était horrible. C'était tellement horrible que je pleurais de moi-même. Et je ne pouvais plus me retenir. Ce qui était mal dans tout ça, c'est que je ne savais même plus quoi faire. Mais malgré que j'étais contagieuse, mon mari est venu à mon secours. Il m'a remise au lit. Et c'était le début d'une grande souffrance pour moi. J'ai perdu l'appétit. Aujourd'hui, je suis testée négative. Je n'ai plus de Covid, mais depuis, je n'ai toujours pas l'appétit. Je n'ai pas l'odorat, donc je ne sens rien. Je peux mettre un beau parfum, mais je ne sens rien. Mais une chose est vraie, j'ai repris mon élan, mon courage. Et c'est une expérience qui est restée atroce. Parce que quand vous avez le Covid, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide des autres, de peur de leur faire du mal. J'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, plus que tout au monde. Et s'il s'agissait de pouvoir gérer ça par moi, je pense que ce serait le mieux. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que le Covid a pu être géré à domicile. J'avais beaucoup de chance parce que je bénéficiais également d'une assistance de madame de ménage. Elle avait refusé de me laisser tomber. Et c'est elle qui m'aidait avec l'inhalation. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé l'inhalation à la vapeur sous couverture. Ça m'a aidé avec toutes les herbes, eucalyptus, Vicks liquide, qui m'aidaient vraiment à pouvoir transpirer, à ressentir cette chaleur. Et je pense que c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai pu rapidement être guérie. Et surtout, ma saturation n'a pas pu baisser. Parce que, vous savez, avec le Covid, la saturation baisse. Et c'est ça qui est dangereux, qui conduit directement à une assistance respiratoire. Alors, on va aller vite. On va aller vite. Votre mari a été, lui, également contaminé. Comment vous avez vécu ça? C'était plus qu'horrible parce qu'il a été contaminé à cause de moi. Il a voulu me secourir et je l'ai contaminé inconsciemment. Et pour lui, c'était plus difficile parce que lui, il avait la saturation qui était en baisse. Son oxygène baissait. Il avait une détresse respiratoire. Et plus grave, il faisait de la fièvre 40 et il avait une hausse de tension pratiquement de 19. Donc tout allait mal. Qu'avez-vous fait? Au niveau de l'hôpital. Je suis sortie au milieu de la nuit. Vous comprendrez qu'en RDC, nous sommes en période de couvre-feu. Avec le Covid, au-delà de 22 heures, vous ne sortez pas, à moins d'avoir un document médical. Nous sommes sortis vers 21 ans. Aux urgences, c'était compliqué. Ils nous ont orientés dans un autre centre hospitalier. Et là, on a pu nous prendre en charge, mais il n'y avait pas de place. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades atteints du Covid. Et on ne sait pas gérer cela de façon aisée. Mais nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons pu avoir une place. C'était peut-être pas une chambre, mais c'était une salle d'observation. Et là, mon mari a pu bénéficier
une assistance respiratoire. Il a été mis sous oxygène. Et c'est ça qui l'a aidé, je pense. 2 jours après, il a été directement admis aux soins intensifs parce que le Covid qu'il avait été transformé en pneumonie sévère. Et ça, c'est ce qui fait beaucoup de mal à l'organisme. Plus rien ne répondait. Mais en tout cas, nous avons eu beaucoup de chance. Dieu est grand. Il a pu être assisté comme il se doit. Il a bénéficié des soins au niveau des soins intensifs. Et c'était vraiment bien parce que au bout de 7 jours, il a pu sortir de l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est une page tournée. Mes enfants, mon mari, aujourd'hui, nous sommes tous testés négatifs. Et je vais vous souhaiter sincèrement la santé. J'espère que vous allez retrouver rapidement votre odorat ainsi que le goût, parce que c'est très important. Vous savez, quand on mange, de pouvoir goûter. Sincèrement, je suis très ému. Nous sommes tous très émus d'entendre votre histoire, l'expérience de cette Covid et les vaccins. Qu'est-ce qu'il y en est, au fait, les vaccins? Bon, il faut avouer qu'au début, nous avons banalisé cette histoire de vaccin parce qu'on a tout entendu, on a appris beaucoup de choses. En prenant le vaccin, vous allez peut-être mourir juste après. Il y a eu une très mauvaise campagne, au fait. Et je pense qu'avec ce que nous avons vécu, au fur et à mesure, beaucoup plus de gens prennent le vaccin. Et en tout cas, une parenthèse, Madame de ménage qui m'a assistée, elle était vaccinée, alors que moi, je ne l'étais pas. Moi, j'ai tellement entendu dire beaucoup de choses que je n'avais pas pris en considération le vaccin. Okay. Mais là, en tout cas, pour moi, je suis prête à être vaccinée. Mais dites-moi, je pense, votre femme de ménage, elle a été vaccinée. A-t-elle été contaminée également? Non, elle n'a pas été contaminée, mais autour d'elle, il y avait beaucoup de personnes qui étaient tombées malades. Alors, aussitôt qu'elle avait fait et que son test était négatif, elle avait jugé bon de se faire vacciner rapidement. Et c'est pour cela qu'elle m'aidait, qu'elle m'assistait. Oh là là. Je vous souhaite vraiment, Tina, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la santé, la santé, la santé. On va aborder, on a pris du temps, on va aborder le sujet, le thème de notre émission. Question rapide ici, le thème, vous le connaissez, ces hommes qui tuent les femmes, ces hommes qui assassinent les femmes, drame conjugal conduisant à la mort dans certains cas, des mortalités violentes. On se pose des questions. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'au Congo, on vit ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce drame arrive d'abord quand le mariage est précoce. Pour moi, un mariage vrai, c'est un mariage fait d'amour, basé sur la confiance, basé pratiquement sur le respect mutuel. Et je me dis que quand on arrive à ça, c'est que soit le mariage était un mariage forcé, un mariage précoce. C'était, en tout cas, au Congo, on vit cela, oui. Je crois que récemment, on a eu à parler aux infos d'un monsieur qui a eu à assassiner sa femme et sa fille. Bah, pourquoi? Parce que il menait une vie qui n'était pas correcte. Et hormis cela, il était pasteur. Alors, de peur que son épouse, sa fille, puisse divulguer son secret, il a jugé bon de les assassiner. Il les a assassinés, sa femme et sa fille. Exactement. Oh là là. Oui. Oh là là. Et on en a pas d'informations. Il a été arrêté, il est en prison. Un pasteur. Je pense que c'est moins d'un mois, exact. Il était pasteur, donc c'est bien ça. Exactement. Mais hormis cela, ce sont des choses qui arrivent rarement. Rarement, très rarement au Congo. Parce que le mariage... Oui. Allez-y. Le mariage est basé sur l'amour. Je pense que les violences conjugales, cela ne peut arriver que quand la confiance n'y est pas. Quand on aime quelqu'un et qu'on décide de l'épouser, je pense que quelque part, c'est un consentement mutuel. Les deux conjoints, tous deux, se font confiance. Ils acceptent, ils ont compris qu'ils s'aiment et qu'ils veulent vivre ensemble. Je ne pense pas qu'après un tel engagement, surtout quand l'amour est sincère, qu'on puisse en arriver à cela. En tout cas, ça, ce sont des phénomènes très rares, vraiment très rares.
pour ma part, j'ai 17 années de mariage et je pense que en tout cas, je n'ai pas vécu de violence. En tout cas, pas encore, et je ne souhaite pas en vivre. Mais mon mari et moi, nous nous respectons. Nous nous aimons sincèrement. Et une chose est vraie, ce sont des choses qui peuvent aussi arriver quand l'envie est bien matérielle. Mais ça, une chose est vraie, quand vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes. Nous avons traversé des moments, mon mari et moi, des moments très difficiles. Et je pense que nous avons pu tenir. Et aujourd'hui, si nous sommes arrivés à 17 ans de mariage, je pense que c'est suite à une confiance mutuelle, je le répète. J'ai confiance en mon mari, tout comme il a confiance en moi. Dites-moi, je travaille. Dernière question. Je dois vous interrompre, on passe beaucoup de temps. Dernière question. Dites-moi, l'argent, les biens matériels dans le couple comme tel, même si on n'est pas marié ou marié, ce qu'on appelle ici des conjoints de fait, l'argent, les biens matériels, est-ce que pour vous, dans le couple, est-ce que c'est important? Est-ce que croyez-vous que les biens matériels peuvent provoquer des crises terribles qui peuvent conduire à l'assassinat ou bien à la mortalité, comme dans le cas justement de ce pasteur qui était quand même riche, mais qui a fait des choses bizarres en cachette et ayant peur que tout le monde le sache, bon, il a tué sa femme. Mais moi, je reviens ici, est-ce que croyez-vous que l'argent a une importance dans les relations de couple? Bon, je peux dire que l'argent contribue. Il contribue au bonheur, mais il ne donne pas le bonheur. Il ne donne pas le bonheur. Contribue. Il contribue. Il peut aider. Mais ne donne pas le bonheur. Mais il ne donne pas le bonheur. Parce que je vais prendre un exemple personnel, mon exemple. Nous avons commencé très bas, mon mari et moi. Très bas. Quand je le dis, nous vivions dans une maison où il y avait juste, je peux dire, c'était un 2 pièces. Mais on se suffisait, on se contentait du peu qu'on avait. Et je pense que si je vivais pour le matériel, nous n'aurions pas été jusqu'aujourd'hui mariés parce que, croyez-moi, le matériel attire la convoitise. Et la convoitise pousse à de mauvaises choses. Donc, une chose est vraie, pour répondre à la question, l'argent ne contribue, bon, il contribue, mais il ne donne pas le bonheur. Il peut contribuer parce que ça fait du bien. Quand vous avez un peu de moyens, vous savez vivre mieux, vous savez vivre dans de meilleurs jours. Mais une chose est vraie, cela ne donne pas le bonheur. Je connais beaucoup de couples où l'homme gagne beaucoup d'argent, mais la femme est très malheureuse. Ça, j'en connais beaucoup. Et une chose est vraie, le matériel ne donne pas le bonheur. Mais il peut contribuer, mais il ne donne pas. Ce n'est pas nécessairement quand on a les moyens, qu'on a le matériel, qu'on est nécessairement heureux. Dans votre cas, aujourd'hui, ça va mieux. Vous avez une maison, vous avez une bonne, vous avez un chauffeur. Donc, ça va très bien pour vous quand même. Oui, ça va très bien, mais une chose est vraie, je pense que ce n'est pas pour cela que nous sommes heureux. Nous avons connu beaucoup de moments difficiles, je le répète, mais nous avons toujours su nous faire confiance, nous soutenir. J'ai accepté mon mari avec le peu qu'il avait. C'est vrai, j'avais bénéficié des moqueries, des personnes qui me connaissaient, de mon entourage. Mais je pense que quand on accepte de s'unir à quelqu'un qu'on aime, de partager ses jours avec quelqu'un qu'on aime, de vivre ensemble, de passer les bons et les mauvais jours ensemble, tout en se soutenant. C'est fort, hein, vous savez. C'est fort, sincèrement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé, nous avons une vie bien meilleure, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes heureux. Nous avons eu déjà cette joie de vivre ensemble, et cela ne fait que nous aider, c'est vrai, mais nous sommes déjà heureux depuis ces 17 années. Madame Tina Ngaka, et votre nom de famille moderne avec l'époux, c'est Mavakala. Je suis Madame Mavakala. Madame Mavakala, voilà. Alors, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Je vous transmets des bisous
des bisous. Et vous saluez les enfants aussi de ma part, ainsi que votre époux. Et je vous souhaite sincèrement la santé d'abord. Merci, allez, au revoir. Portez-vous bien. Au revoir Tina. Bye bye. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous joindre à nous, je vous dis encore bonjour, bonsoir, restez là. Nous parlons d'un sujet quand même assez chaud. Il n'est pas froid ce sujet-là. Vous suivez comme moi, comme nous tous d'ailleurs, ce qui se passe dans ce monde, dans ce bas monde. Nous abordons un sujet quand même assez sensible. Ces hommes qui assassinent leurs femmes ou ex-conjointes. Vous avez suivi comme moi dans les médias, depuis déjà quelques temps, depuis déjà quelques années, on entend de plus en plus parler de ce genre de choses. Et même le Premier ministre du Québec a dû, en bon père de famille, dire « Hey les gars, allez-y tout doux, allez-y tout doux ». Le Premier ministre du Québec a dû placer son mot pour demander aux hommes, aux hommes surtout, de se calmer. Parce que c'est très sérieux. Alors, nous nous sommes posé la question, je vais être franc avec vous, on a hésité un peu avant d'en parler parce que nous nous sommes dit, ouais, mais peut-être que les gens vont croire qu'on va le juger. On n'est pas là pour juger qui que ce soit parce que nous ne sommes pas parfaits et moi-même non plus, je ne suis pas parfait. On n'est pas seul, Dieu est parfait. Mais quand même, on veut en parler. À l'émission aujourd'hui, nous mettons le cap sur ce sujet-là. Nous recevons un grand monsieur, c'est un artiste, on l'appelle le Prince du Congo. Prince du Congo, il vit à Montréal, il vit avec nous depuis de nombreuses années, donc c'est un Québécois, un Montréalais, mais qui, comme par hasard, est allé passer du temps au Congo. Il est allé sur place et même dans la région, dans la province du Kivu, où il y a eu des massacres dernièrement. Monsieur était sur place, il était à Kinshasa, vous allez le voir, il est tout bronzé comme moi, le soleil naturel. Prince du Congo, bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur Henri, ça va très bien. Merci de m'avoir recevoir. Le Prince du Congo, là, je vous parle, vous êtes à Montréal, vous n'êtes plus au Congo, puisque vous êtes allé passer quelques temps, un bon bout de temps, même durant la période de Covid, imaginez-vous, vous êtes allé sur place depuis le mois de janvier, si je ne m'abuse. Alors, on va parler de deux sujets ici. On va parler de votre voyage au Congo, un petit peu de votre carrière, bien sûr, et on va revenir sur notre sujet principal du jour, qui est ces hommes qui assassinent leurs femmes ou conjointes. Et là, je le précise, c'est pas seulement au niveau du Québec ou du Canada ou de l'Amérique du Nord, mais même ailleurs dans le monde, en Afrique aussi, au Congo même, il y a des hommes qui tuent leurs femmes aussi. Alors on s'est dit, ben, on va se poser quand même cette question-là durant cette émission. Mais avant tout, rassurez-vous, on revient avec votre voyage. Tout d'abord, j'aime bien, encore une fois, que mes invités se présentent eux-mêmes. Je vous ai présenté comme un artiste, vous vous présentez comme étant le prince du Congo dans la musique. Au fait, qui êtes-vous? Oui, c'est vraiment mon nom est Prince du Congo. Je suis artiste musicien engagé et puis je suis aussi représentant de la rumba congolaise ici au Canada. Disons, la rumba congolaise, c'est moi qui représente la rumba congolaise. Alors, c'est ça, quoi. Je suis au Québec et au Canada, ça fait longtemps. Voilà. Alors, ok, je vais revenir maintenant sur votre voyage avant de parler un peu de ce thème que j'ai longuement présenté. Vous étiez à Kinshasa, au Congo, du moins depuis quoi, le mois de janvier, pratiquement 2021, jusqu'à tout récemment. Alors, dites-moi un petit peu comment ça s'est passé pour ce dernier voyage, puisque ça faisait très longtemps que vous viviez ici. Lorsqu'on rentre au pays après de nombreuses années, il y a toujours un choc. Tout d'abord, lorsque vous descendez de l'avion, dépendamment de la période. Mais si vous arrivez là en janvier, il fait chaud en tabarnouche, comme pas possible. Il y a beaucoup de pluie, c'est humide aussi. Bref, je vous laisse nous commenter. Parlez-nous un petit peu de ce voyage rapido presto. Comment ça s'est passé pour vous? Mon voyage s'est bien passé malgré la situation actuelle de la Covid, vous le savez. J'ai voyagé, c'est dans l'avion, il n'y a même pas beaucoup de monde pendant cette période-là. Et puis, je suis allé au Congo justement pour faire un truc. Comme je suis en tant qu'artiste, je suis allé faire un enregistrement là-bas de la musique au Congo. Et en même temps, je suis allé faire
parce qu'on est en tournage d'un film avec un réalisateur congolais qui s'appelle Francis Miatembo et Jody Kassinzi. Je suis acteur, je suis allé tourner aussi un film là-bas, comme chez nous on appelle un théâtre, sous forme d'un film. Il y a une partie, j'étais supposé aller tourner là-bas à Kinshasa et faire mes affaires aussi. Mais le voyage était correct, mais je ne me suis pas seulement limité au niveau de Kinshasa, je suis allé aussi à l'est de la République démocratique du Congo, parce que moi je suis originaire de l'est d'Imanima, mais je suis aussi originaire, disons, ma mère vient de l'est du Congo, d'ici, Kivu. Voilà. Ok, Sud Kivu, on précise. Justement, Sud Kivu, qui est une région assez tumultueuse. Oui, oui, justement, oui, c'est une région où les gens vivent avec beaucoup de difficultés. Les gens vivent dans la peur là-bas. Je vous ai entendu en train de dire aussi, de parler des hommes qui tuent les gens ici, leurs femmes ici au Québec, mais là-bas, c'est des groupes armés qui tuent les gens, qui tuent la population congolaise, des villageois qui veulent vivre leur vie paisible. Ils se font lâcher comme des animaux comme ça. C'est vraiment dire à l'est du Congo. Donc, ils tuent les hommes, les femmes et les enfants compris. Ils violent les femmes également, c'est bien ça? Pas juste gratuitement comme ça. Sans aucune raison. Moi, peut-être vous ne le savez pas, moi je connais, je sais pourquoi ils tuent des gens comme ça. Pourquoi ces gens font ça. Pourquoi justement? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. À cause de la richesse que ces pays regorgent, disons, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est, comme on a toujours dit, un scandale géologique. À l'est de la RDC, il y a tant sortes, il y a beaucoup de matières là-bas. Alors, les étrangers viennent là-bas. Les matières premières, vous voulez dire. Les matières premières, c'est ça? Les matières premières. On parle de quelles matières premières? On parle du coltan, c'est ça? On parle de quoi? De quelles matières premières précisément? De l'or, du diamant, c'est quoi? De l'uranium, qu'est-ce que c'est, selon vous? On parle de tantanium. Le tantanium, c'est les coltans. Les coltans, c'est une matière première avec les coltans où les compagnies multinationales fabriquent des téléphones portables, des téléphones cellulaires, disons, les circuits intégrés. Vous avez, quand vous avez les circuits intégrés, on appelle ça la carte mémoire. Oui. La carte mémoire est fabriquée par cette matière-là, le tantanium, le coltan. Le coltan, à partir du coltan, d'accord. Les tablettes, tous ces appareils modernes, pour que ça fonctionne, il faut cette matière-là. Alors, comment expliquer le lien entre les assassinats dont vous parlez gratuitement et ces non-matières premières? Pourquoi va-t-on assassiner des gens parce qu'on veut aller, comment dirais-je, exploiter des mines ou quoi? J'arrive pas à très bien saisir le lien. Pourquoi assassiner des femmes gratuitement, des enfants et des hommes, selon vous? Selon moi, c'est parce qu'ils veulent faire peur à ces habitants locaux là-bas. Et pourquoi? Ils veulent venir exploiter clandestinement cette matière-là. Alors, pour faire... si vous voulez, c'est comme un voleur. Il vient dans votre maison. Il va te faire perdre pour que toi, tu quittes ta maison ou tu quittes les lieux et pour que lui, il va s'accaparer de ta maison. C'est effectivement ce qui se passe au Congo. Donc, on assassine dans le but de faire peur aux autres pour que les autres quittent cette région. C'est bien ça? C'est ça. Comme ça, ils auront tout le pouvoir de prendre tout ce qu'ils veulent. Vous-même, vous avez quitté pour ces raisons parce que vous aviez peur, n'est-ce pas? C'était dangereux, c'est ça? Oui, c'était dangereux. Ça fait longtemps que moi, j'ai habité cette région vers les années 98. 98, 2000 jusqu'à 2010, avant que j'arrive au Canada. Déjà, c'était dangereux. Parce que les autres, leur objectif, c'est d'exploiter la matière illégalement, mais pour que les gens ne le savent pas, ils vont faire partie de ces gens de ce village. Ils vont assassiner, quoi, tout simplement. D'accord. Alors, je vais revenir au sujet, à notre sujet du jour. Vous le savez comme moi, le sujet, en fait, ces hommes qui assassinent leurs femmes ou ex-conjointes, ces hommes qui tuent leurs femmes ou ex-conjointes. Vous avez suivi comme moi depuis votre retour, ici même à la télévision, l'on en parlait, dans les médias, l'on en parle. Quelque part, ça fait peur aussi. Quelque part, ça nous permet de nous interroger sur nous-mêmes aussi, sur nous poser cette question. Mais bon Dieu,
Que se passe-t-il? Puisque je l'ai dit dans l'introduction, même le Premier ministre du Québec a dû s'exprimer et dire aux gars, hey, les hommes, on se calme là, on se calme. Mais personne ne s'est posé finalement, ou bien on se l'est posé, mais intérieurement, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une crise dans les couples? Est-ce que l'amour, comme on l'a connu ou comme on le connaît naturellement, est-ce que l'amour existe-t-il toujours? Tout le monde le chante, on parle de l'amour, les beaux soupers romantiques, face à face, les beaux moments, les beaux baisers, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça disparaît. Qu'un être humain, un homme, parvienne à assassiner la femme qu'il prétend ou qu'il a prétendu aimer, c'est tout de même question mark. On ne juge pas à l'émission ici, on n'est pas là pour juger, on est là pour se poser tout simplement des questions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, M. Henry, dans le monde où nous vivons, chaque partie du pays, chaque tribu, chaque nation a sa propre culture. Et chaque personne dans ce monde a sa façon d'agir. Moi, je peux dire, d'ailleurs, c'est une occasion, je vais profiter de cette nouvelle-là, des hommes qui tuent les femmes comme ça. Moi, je suis en train même je suis en train d'écrire une chanson qui s'intitule On passe à autre chose. On passe à autre chose. Il y a des gens qui sont, surtout les hommes, il y a des hommes qui ne sont pas capables, il y a certains hommes qui ne sont pas capables à accepter une rupture ou une séparation. Ça, là, on est clair là. Il y a des hommes qui ne sont pas capables à accepter ça. Alors qu'il y a d'autres hommes comme nous, que si quelque chose arrive, on passe à autre chose. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables à passer à autre chose. Quand il est accroché à quelque chose et que cette chose ne marche pas, lui, il va toujours essayer de s'accrocher. Alors que dans la vie, il faut essayer de passer à autre chose. Ça n'a pas fonctionné, tu passes à autre chose. Cette femme, ça n'a pas fonctionné avec elle, passe à une autre femme. Je m'excuse de donner ces genres d'exemples comme ça. Que des gens comme ces gens qui tuent leurs femmes, ils ne sont pas capables de passer à autre chose. Il y a plein de femmes dans ce monde, plein d'hommes aussi. Bon, est-ce que pour vous, est-ce qu'on parle ici de déception amoureuse réellement, ou est-ce qu'on parle ici de questions matérielles, de questions d'argent, monétaire, maison, voiture, compte bancaire et autres? Je dis les choses ouvertement. Vous nous parlez d'amour, des hommes qui sont incapables de passer à autre chose, un peu comme si la femme leur appartenait toute leur vie, d'accord? Mais il y a d'autres raisons sous-jacentes, pardon, mon français. Il y a des gens qui parlent ici de stress, d'instabilité psychologique, de maladie mentale. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'un être humain qui est censé aimer, on est fait d'amour, qui est censé aimer, parviennent à tuer la personne qu'elle aime réellement. On dit souvent que l'amour et la mort sont souvent proches. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis sur ça, sur la question des biens matériels. Mais si quelqu'un veut avoir, parce que comme on vit ici en Occident, le phénomène, l'assurance, par exemple, dans un couple, que quelqu'un veut... Assurance, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oui, allez-y. Assurance, parce que quelqu'un veut bénéficier de l'assurance de l'autre. Moi, je pense pas que si quelqu'un qui veut bénéficier de l'assurance de l'autre, il va pas l'assassiner gratuitement comme ça. Il va peut-être chercher quelqu'un d'autre pour faire éliminer quelqu'un. Mais quand ça devient direct comme ça, je pense pas si c'est lié à ce que la personne puisse s'accaparer ou bien après que la personne puisse avoir le bien matériel de l'autre personne qui va tuer, parce qu'il va finir en prison. Et moi, selon moi, je ne sais pas, ça c'est ma conception. Oui. C'est pas dans ce sens-là, vraiment. C'est vraiment que les gens ne sont pas capables d'accepter une certaine réalité. D'autres personnes ne sont pas capables d'accepter une réalité. Ben, Prince du Congo, je vais vous dire encore une fois, grand merci. On vous a reçu à l'émission, entre autres, pour ça. Mais quand même, on ne va pas se laisser comme ça. Je vais vous demander de nous envoyer quand même un petit extrait musical pour qu'on vous voit quand même en train de travailler un peu votre voix ou votre musique. On aime bien recevoir des artistes à l'émission, on aime bien les voir aussi jouer. Alors, vous nous enverrez le plus tôt possible, je le dis ouvertement, un extrait, comme ça on va pouvoir faire bénéficier à nos téléspectateurs
des talents de Prince du Congo. Merci encore une fois. Je vous souhaite un bon retour à Montréal et une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, de nous faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez également participer à une de nos émissions, ça va nous faire plaisir. N'hésitez pas de me contacter directement. Il y a mon adresse email henringaka@iCloud, ou encore vous nous écrivez directement ou même vous appelez ici à la télévision. On pourra toujours arranger quelque chose. J'incite pour la publicité à l'émission. Si vous souhaitez évidemment prendre de la pub à l'émission, ça va causer, ça va nous faire plaisir. N'hésitez surtout pas. Venez, on va travailler ensemble. Pourquoi pas faire la promotion, n'est-ce pas, de ces réalités africaines ici même à Montréal. Je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka. Au revoir et gardez le sourire.